Au milieu du XVe siècle, il y a plus d'habitants à Saint-Vrain qu'il y a 600 ans. Donc la population se réapproprie très vite les terres. Environ 50 habitants sont recensés dans le village en 1461, puis 90 en 1464, puis 135 en 1468 et 200 l'année suivante. C'est plus qu'Étampes, Brétigny, Sainte-Geneviève-des-Bois, Lardy, Juvisy, Marolles et Mency. Quand je vous dis que la région est déserte, c'est pas une blague. Et si Saint-Vrain est réhabité plus vite que d'autres villages dans la région à cette époque, cela pourrait être en partie lié à l'importance de la famille Carnazette. En effet, Yvon est écuyer sous Charles VII. Il possède les terres de Bondoufle, d'Écharcon, Montaubert et le château de Limours. René est maître d'hôtel du roi. Antoine est chevalier de l'ordre du roi et chambellan du duc d'Alençon. Antoine, François et Adam sont barons de Saint-Vrain. Et la famille possède toujours le castel de Saint-Vrain, l'ancien manoir. En 1466, Saint-Vérin de Scorcy regroupe la ville de Scorcy, ou Escorchi, comprenant les maisons autour de l'église et Sanctus Veranus. Il englobe également les hameaux de la vallée de Brateau et de Feularde au nord des Renouillères, ainsi que les fermes des Renouillères elles-mêmes, celles des Portes, le château de Billy et de Saint-Vrain. Le village, tel qu'il existe aujourd'hui, prend ainsi forme au XVe siècle. À cette époque, la Boissière est appelée Basse-Boissière ou Bouessière, car il existe une haute Boissière sur les terres de l'ancien moulin de Bourret, au pied de la Juine, au croisement de Saint-Vrain, Bourret et Lardy. À cette époque, la Basse-Boissière appartient à la paroisse de Lardy. Et parmi tout ça, il y a un hameau qui a disparu aujourd'hui. Il s'agit de Feularde, qui était un petit fief regroupant quelques maisons réparties entre Saint-Vrain et vers le Petit. En 1516, on trouve la plus vieille mention écrite de l'Épine et de son moulin à eau. Ce moulin change de propriétaire au fil du temps, appartenant tour à tour aux seigneurs des Renouillères, d'Itteville et du Boucher. L'Épine a un statut spécial car son moulin à eau se situe sur la paroisse de Saint-Vrain d'Escorchi, tandis que le château et la ferme se trouvent sur la paroisse d'Itteville. En 1522, Antoine de Carnazette fait construire dans son jardin une petite chapelle personnelle qui disparaîtra lors de travaux au XIXe siècle. Le village est durement touché par les guerres de religion. Saint-Vrain, comme de nombreux villages aux alentours, est pillé à plusieurs reprises. Les reliques de Saint-Caprais sont cachées sous l'église en 1543 et elles sont redécouvertes lors de travaux en 1659. En 1539, un document atteste de la présence d'un moulin à eau et à blé dont le toit était en chaume. Il était situé sur le chemin allant du château à l'église, sur la rive gauche du ruisseau, à l'est de la pièce d'eau carrée du château. Ce passage, qui est désormais dans la propriété du parc, se trouvait à mi-chemin entre le Petit Saint-Vrain et l'église et était très fréquenté. Au fil des siècles, les limites de la propriété du parc ont beaucoup changé. 2 ans plus tard, en 1541, la Basse-Boissière est rattachée à la paroisse d'Escorchi. En 1546, on trouve la plus vieille trace écrite d'une maison appelée maison Villemartin, qui servait d'auberge et d'hôtel. Cette maison se trouve à quelques mètres à l'est de l'actuelle grille du parc de Saint-Vrain. Certaines personnes se sont mariées ici. Les terres de la propriété englobent le futur bois communal. Le propriétaire, Jean Le Verrier, était valet de chambre du roi. Plus tard, en 1615, cet hôtel appartient à Jacques Bigot, conseiller du roi. Depuis le XIVe siècle, les terres de Saint-Vrain sont partagées entre 2 seigneuries. Le fief Bardise, futur château de Saint-Vrain, et l'hôtel de Billy, jusqu'en 1575, date à laquelle l'hôtel de Billy, détenu alors par l'église de Chartres, est mis en vente sur ordre du roi afin de financer les guerres de religion. Adam de Carnazette, seigneur de Bardise, rachète l'hôtel de Billy et démantèle immédiatement la seigneurie. Il n'y a plus qu'un seul seigneur sur toutes les terres de Saint-Vrain. Jusque-là, l'hôtel de Chartres servait de chef-lieu au seigneur de Saint-Vrain. À partir de ce moment-là, la seigneurie prend place au manoir de Saint-Vrain. Ce manoir sera transformé plus tard en château de défense, probablement en partie parce que la famille Carnazette occupait des postes militaires très importants dans l'armée royale.
En 1609, une ferme appelée la Croix-Blanche est mentionnée pour la première fois sur la place de l'église à sa sortie ouest. Ces terres s'étendent du presbytère au cimetière actuel. En 1619, un certain Ravet acquiert une terre en bas de la ruelle des Noblets et y fait construire un bâtiment important qui porte deux noms, le pavillon ou l'Aunay. Le nom de la rue est nouveau. La famille Noblet, des manouvriers et vignerons, habite ce chemin depuis au moins 1514 et jusqu'en 1630. En 1641, le castel de Saint-Vrain, possédé par les Carnazettes, passe entre les mains des Levasseur. Le plus vieux plan connu de la paroisse date de la même époque. Il permet de définir les territoires de Saint-Vrain, de Vers-le-Petit et d'Itteville, afin d'atténuer les conflits sur la propriété des marais et du droit de pêche dans la Juine. On y voit le château du Bouchet, Feularde, les Renouillères qui possèdent alors deux grandes tours de garde, et Scorchy avec l'église Saint-Caprais qui ne possède ni contrefort ni deuxième niveau de toit, le château de l'Épine, le château de Saint-Vrain, avec ses jardins, ses machicoulis et ses douves, qui seront redécouvertes lors de fouilles au XXIe siècle, ce qui semble être l'hôtel de Chartres, donc il doit y avoir juste à côté l'hôtel de Maintenon, des Tuileries, on y voit aussi le hameau de Brateau, le château de Billy, et Itteville avec son enceinte de défense. Ce plan du XVIIe siècle est très important. D'abord parce que c'est le plus vieux plan qu'on ait de Saint-Vrain. Et aussi parce que le XVIIIe siècle est marqué par la disparition de nombreux chemins ruraux tracés par les Romains et les Gaulois. En effet, on voit des chemins et des maisons dans l'actuel parc de Saint-Vrain qui n'existent plus aujourd'hui. Le petit Saint-Vrain se trouve hors du plan, mais il va être modifié tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle. On constate aussi la présence de deux cimetières en face de la place de l'église, l'un mitoyen et le second de l'autre côté de la place. Mais vers 1650, une maison appelée Fort de l'Évêque est construite à cet emplacement. Le cimetière est alors déplacé au nord, de l'autre côté de l'église. Cette ferme, rapidement acquise par la famille Nourry, qui va alors la conserver près de 200 ans, est communément appelée ferme des Nourry, jusqu'à être démantelée au XIXe siècle. On voit qu'avant la statue de Jésus-Christ, qu'on appelle le calvaire, il y avait déjà une ancienne croix. Pour agrandir son parc en 1648, le seigneur Jean Levasseur, conseiller du roi, déloge 10 maisons dans le chemin des Berges, qui passait juste ici, le long de la Juine, et des Chenevières, une impasse située dans la ruelle des Noblets, et les reloge rue Saint-Caprais. Les premières maisons quasi mitoyennes de l'église sont construites à partir de 1675, sur une place qu'on appelle le Carrefour. Le manoir de Guillerval disparaît au début du XVIIe siècle. Quant à l'hôtel de Chartres, il est détruit quelques années plus tard et les terres sont rachetées par Courtebray. L'hôtel comprenait alors 2 maisons, des granges et des étables, un colombier,
une cour et un jardin d'environ 500 mètres carrés, ainsi qu'une petite prison. Mais ce n'était pas la prison la plus importante, car il existait une plus grande prison en sortie de rue des Noblets, à côté de la mairie actuelle. Entre 1632 et 1635, le hameau de Feularde est décrit comme ruiné et abandonné. À vrai dire, on ne sait pas trop pourquoi. Mais il y a fort à parier que cela est dû à une épidémie émanant des marais. Nous savons qu'à cette époque, il y a environ 540 habitants dans le village. La Fronde est une période de troubles graves qui frappe le royaume entre 1648 et 1652. En 1651, environ 80 à 100 cavaliers du duc d'Orléans sont venus séjourner aux Renouillères, où ils y ont causé de nombreux dégâts, tant dans le village que dans la ferme. L'année suivante, le duc de Lorraine a avancé ses troupes jusqu'à Choisy. L'armée royale, sous le commandant de Turenne, a traversé la Juine au Bouchet en 4 heures, faisant une halte aux Renouillères. Ils ont donné du blé à manger à leurs chevaux. Le blé constituait la réserve et la base alimentaire de la population à cette époque. Certains habitants ont été contraints d'abandonner leurs maisons en raison des pillages. Une autre partie de l'armée a campé à Itteville pendant 5 jours. Un pont de bateau sur la Juine a permis la liaison entre les différentes parties de l'armée. On dénombre 79 décès liés au pillage à Itteville, et la population chute jusqu'à 430 habitants à Saint-Vrain. La Juine, qui relie Lurpoix à la Beauce, est sillonnée par une dizaine de bateaux chaque jour environ. Le trajet entre Paris et Étampes s'effectue en 8 à 10 jours. Des voyageurs et des marchandises, comme du vin et du blé de Beauce, y circulent. La Juine est navigable jusqu'en 1676, mais son état se détériore en raison d'un manque d'entretien et les navigations ont cessé, au profit des voies terrestres, qui se développent davantage, notamment au XVIIIe siècle, comme on l'évoquait tout à l'heure. En 1668, la paroisse de Saint-Vrain fait don d'une cloche à la paroisse de Marolles. Elle était nommée Nicole-Anne, en l'honneur de Nicolas Levasseur et sa femme, Anne Gargam. Voilà, c'est pas l'information la plus utile, mais je trouve ça marrant, donc c'est cadeau. La ferme de la Croix-Blanche fait aussi office d'auberge à partir de 1670. Puis finit par ne remplir que cette fonction. La Croix-Blanche devient alors totalement une auberge. L'ancienne partie dédiée à la ferme permet même d'agrandir cette auberge. Nous avons la première trace écrite de la ferme de l'Écu en 1680. À l'époque, elle était connue sous le nom de Petite Ferme des Renouillères, car elle appartenait au même propriétaire. Le territoire des Renouillères s'étendait alors sur tout le quartier actuel du Champ du Coq. Les Levasseur deviennent d'ailleurs propriétaires des Renouillères en 1681. 4 ans plus tard, ils achètent aussi Villemartin. En 1692, des travaux ont été réalisés dans l'église. Des collatéraux ont été créés le long de la nef. Des arcades ont été percées. Et les piliers et les chapiteaux sont maintenant ornés de croisées d'ogives. Les croisées d'ogives de la nef étant plus hautes que les 2 premières qui abritent le chœur, la toiture a dû être rehaussée, ce qui explique les 2 niveaux de couverture. En 1693, le secrétaire du roi Jean-Baptiste Roelsin, qui résidait à Saint-Vrain, décède. Son dernier vœu était d'être enterré avec sa femme dans l'église. Sa tombe était présente dans la paroisse jusqu'à la Révolution française. Vers 1700, nous possédons un plan relativement détaillé de la région, et donc de Saint-Vrain. Il est plus précis que le plan de 1641, et plus complet, car on y voit le petit Saint-Vrain. Alors, il faut savoir que tracer des plans avec le nord en haut est une convention qui apparaît plus tard. Avec le nord en haut, il est plus facile de se repérer. Le petit Saint-Vrain est très différent d'aujourd'hui, car il est sujet à 2 grandes vagues de travaux au XVIIIe et XIXe siècle. On distingue bien les anciens chemins avant les grandes périodes de travaux qui les effaceront. En plus de la croix du Calvaire, située en haut du chemin Noblet et à l'entrée du chemin Basile, se trouve une 2e croix, au carrefour de la Puce, appelée la croix de Bouy. On se souvient qu'après avoir rasé les ruines du prieuré en 1693, le seigneur a reçu l'obligation d'installer une croix. Si c'est elle, elle n'est pas très loin de l'emplacement supposé du prieuré. Il y aurait donc une croix à l'entrée de la paroisse d'Escorchy et une croix à l'entrée de la paroisse de Saint-Véran.
La poudrerie royale est construite par Duquesne au Boucher au milieu du règne de Louis XIV. Par la suite, le village compte de nombreux ouvriers travaillant dans la poudrerie royale, comme en témoignent de nombreuses pierres tombales du cimetière jusqu'au début du XXe siècle. Il y a eu quelques accidents. En 1704, Jean Levasseur achète le château de Billy à la famille Philippe qui le possède depuis un siècle. Le mec, il possède tout, clairement. Villemartin, les Renouillères, on n'avait pas vu ça depuis les Carnazettes à l'époque de la guerre de 100 ans. En 1722, la rue du Petit-Saint-Vrain est prolongée et la maison de Villemartin est détruite pour faciliter les déplacements dans le Petit-Saint-Vrain. La rue Saint-Caprais est élargie et la ferme de l'Écu doit se restructurer à ses frais. Super. La Boissière devient un fief et obtient des terres de Billy, et le village compte alors 525 habitants. Le 19 octobre 1731, un certain Jean Calas se marie à Saint-Vrain avec Anne-Rose Cabibel. Jean Calas de l'affaire Calas. Bon, pour ceux du fond, Jean Calas est connu pour avoir été accusé d'assassiner son fils, afin d'empêcher le jeune homme de se convertir au catholicisme, le père étant lui-même protestant. Il a été condamné à mort en 1762, roué 2 coups sur la place publique, puis défendu et réhabilité par Voltaire. Les liens entre Voltaire et la famille Calas sont assez étroits, puisque Voltaire continue d'échanger avec la famille même après la mort de Jean Calas. Il est probable que Voltaire ait assisté au mariage de Jean Calas, ou qu'il soit passé dans le village après, pour voir Pierre Cabibel, le père de Anne-Rose Cabibel. En tout cas, Voltaire a écrit une lettre en 1736 à l'écrivain Nicolas-Claude Thiéraut. Il a dit « Si vous êtes à Saint-Vrain, tant mieux pour vous. Si vous êtes à Paris, tant mieux pour vos amis qui vous voient. » Quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai déjà du mal avec le latin, alors les énigmes à la Fort Boyard, ça va 2 secondes. En 1750, des travaux sont entrepris pour changer l'entrée de l'église, qui se fait désormais non plus par l'ouest, mais par le sud. Un nouveau chœur est construit à la place de l'entrée et 3 arcades sont ajoutées de chaque côté, ainsi qu'un porche gothique devant la nouvelle sacristie. Cette dernière se trouvait juste à droite de la nouvelle entrée sud. Mais pourquoi inverser le sens de l'église? Ce changement est motivé par le rehaussement de la nef en 1692, avec de très belles voûtes et une lumière abondante provenant des vitraux, mettant en avant le nouvel autel et la liturgie. De plus, l'emplacement du clocher empêchait, depuis l'élargissement de l'église, certains paroissiens de voir correctement les cérémonies de l'autel. Et non, du coup ça n'a rien à voir avec la légende persistante qui veut que ça soit la comtesse du Barry qui en avait assez d'avoir les pieds dans la boue en sortant. Déjà parce qu'elle a séjourné à Saint-Vrain aux alentours de 1775, alors que l'inversion d'église date de 1750.